bonjour à tous, bienvenue pour cette 9e édition de Neuroplanète. Et cette année encore, nous allons vous proposer des tables rondes tout à fait exceptionnelles sur les pouvoirs extraordinaires du cerveau, avec bien évidemment les meilleurs experts. La première table ronde de la matinée va être consacrée à la santé mentale et à ces séries qui font la part belle aux psys. Car comme vous le savez, hein, les séries aiment les psys, que ce soit des personnes malades ou des médecins. Mais l'inverse est-il vrai? C'est ce que nous allons vous proposer d'écouter avec un dialogue entre un médecin psychiatre et 2 scénaristes de séries à succès. Donc, la première série donc, est HP pour Hôpital Psychiatrique, où nous suivons le parcours d'un jeune interne. La seconde est Drôle, où nous suivons la mère hein, d'un des personnages et qui souffre parfois de bipolarité et de crise. Donc nous avons le grand plaisir d'accueillir le docteur Jean-Victor Blanc et donc les scénaristes Judith Havas et Angela Soupe. Et cette séquence va être modérée par Romain Gonzalez, journaliste au Point. Merci beaucoup Hélène. Avant de soumettre mes invités à la question, on va diffuser un extrait de l'épisode 1 de la saison 2 d'HP, diffusé et disponible sur OCS pour que vous rentriez directement dans le vif du sujet. Je demande à la régie de l'envoyer. À chaque fois que je fais une picouse maintenant, il va falloir que j'emplisse un formulaire, c'est ça? Exactement. C'est quoi le but? Le but, c'est de calculer le budget de chaque service au réel en fonction des actes qu'on va effectuer chaque semestre. J'imagine qu'avec ça, ils pensent faire des économies. L'idée, c'est de ne nous donner que l'argent dont on aura besoin. OK? Sauf qu'évidemment, ça va créer des effets pervers. Du style? À votre avis, Sheila, vous pensez vraiment que les chefs de service vont prendre le risque de voir leur budget diminuer? D'accord, alors du coup, on remplit pas les dossiers. Ah, si. On n'a pas le choix. Hein. Ouais, puis on a que ça à foutre, de toute façon. Que non seulement on va les remplir, ces formulaires, mais en plus, on va multiplier les actes. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ici? Excusez-moi, je suis désolée, je débarque, mais ça veut dire quoi, multiplier les actes? Ça veut dire qu'on privilégie les patients rentables. D'accord. C'est quoi un patient rentable? Alors, un patient rentable, qu'est-ce que c'est un patient rentable? C'est un patient qui ne va pas rester longtemps dans le service. C'est-à-dire 3 semaines tout au plus. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que c'est dans les 3 premières semaines qu'on effectue tous les actes facturés. Les patients au long cours, on les renvoie vers nos collègues en ville. Claire? C'est absurde. Non, c'est pas absurde, c'est là. C'est la logique du ministère. C'est tout. Angela Soupe, je me tourne vers vous. Vous êtes juste à côté de moi. Vous êtes dans la créatrice de cette série qui a connu 2 saisons. Parmi les acteurs principaux, on a notamment Raphaël Quénard, qui est l'un des hit boys du cinéma français en ce moment. Ça vous est venu d'où cette idée de créer une série centrée sur la vie quotidienne d'un hôpital psychiatrique? Ça m'est venu tout simplement de ma belle-sœur qui, un soir à Noël, elle était interne en psychiatrie à ce moment-là, me raconte sa journée et me dit que dans la même journée, donc elle a une patiente qui se prenait pour Beyoncé, un autre patient qui lui parlait avec son pied et que le soir même, avant de prendre l'avion, elle avait décroché un pendu dans sa chambre et je me suis dit wow, cette fille est une héroïne. En fait, il faut faire une série sur elle. Voilà, l'idée est née comme ça. Là, je me tourne vers Jean-Victor Blanc. Vous êtes donc médecin psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine, membre de la PHP. Vous êtes auteur, vous avez fondé le festival Culture Pop et Psy. Est-ce que ça ressemble à ça, tout simplement, le quotidien d'un hôpital psychiatrique? Est-ce que là, on voit vraiment ce que vous vivez au quotidien, c'est-à-dire aussi beaucoup d'administratifs, un peu de roublardise, l'application de directives que parfois vous contestez, peut-être à titre personnel? Est-ce que c'est ça? Oui, c'est vrai que c'est plus vrai que nature, et notamment cette scène parmi tant d'autres dans la série HP. C'est vrai que aujourd'hui, comme tout le système de soins, on est soumis à des pressions assez fortes de l'ordre administratif et des objectifs de rentabilité qui sont souvent déconnectés de la clinique. Et donc c'est vrai que ce qui est dit là sur par exemple les 15 jours ou les 15 premiers jours ou 3 premières semaines qui sont particulièrement intéressante, c'est vrai, c'est notamment vrai en libéral. C'est pour ça que par exemple dans les cliniques en libéral, ils vont surtout prendre des patients sur des séjours très courts et dès que ça devient long, ça bascule dans l'hôpital public avec du coup toutes les contraintes du coup que l'hôpital public a apportées. Donc c'est vrai que c'est plus vrai que nature. Là, avant de faire parler Judith Havas, je me retourne vers vous, Angela Soupe. Juste, on voit que dans cette série, l'un des points principaux de focalisation, c'est le lien assez flou entre le personnel soignant, sa santé mentale,
et les malades. En fait, on voit très bien que la frontière entre le normal et le pathologique est assez floue, assez subjective. On voit notamment que le personnage de Raphaël Quénard, qui est un personnel soignant dans la saison 1, devient un malade dans la saison 2. Est-ce que c'est là-dessus que vous avez voulu insister, sur le côté, pardonnez-moi l'expression un peu bas du front, docteur, mais le côté on est tous un peu fous, au fond? Oui, et en fait, pour concevoir la série, on avait interviewé une dizaine d'internes en psychiatrie, et c'est quelque chose que eux nous ont appris, que cette frontière-là, quand on vient de l'extérieur, n'est pas si nette. Et il y avait une anecdote qui nous avait beaucoup fait rire et qu'on a mis dans la saison 1, c'est qu'on avait une psy qui nous disait tous les matins, elle travaille à l'hôpital de Villévrard, près de Paris, il y a un seul bus qui emmène tout le monde à Villévrard, et son grand jeu dans le bus, c'est de deviner qui sont les soignants, qui sont les patients. Une fois sur deux, elle se plante. Et le premier jour est arrivé, il y avait un mec dans le bus, elle pensait vraiment que c'était un patient, c'était son chef de service. Voilà, et tout ça pour dire, oui, cette frontière, elle est extrêmement floue. Il n'y a pas d'un côté des gens qui sont fous et d'autres des gens qui sont normaux. On a tous en soi le potentiel pour décompenser, pour flancher, pour un jour faire un petit séjour à l'HP, mais c'est pas grave, ça passera. Ça durera 3 semaines max, parce qu'après on n'est pas rentable. Et donc la saison 1 est vraiment axée là-dessus. Et la saison 2 parle plus de la difficulté pour les soignants de rester humains dans un système qui ne l'est plus. Voilà. On évoquera cette dimension documentaire, notamment de la série HP, mais là je me tourne vers vous, Judith Havas. Vous êtes donc scénariste, vous avez coécrit plusieurs épisodes de la série Drôle diffusée sur Netflix. Vous travaillez en ce moment sur l'adaptation d'un livre de Delphine de Vigan, Les enfants sont rois, que certains connaissent peut-être dans le public. Vous, dans cette série Drôle, vous vous êtes focalisé sur la vie de 4 jeunes qui veulent percer dans le milieu du stand-up. C'est, on va dire, l'arc narratif principal, mais dans cet arc narratif, il y a un arc narratif secondaire. La mère de l'un de ces jeunes est touchée par la bipolarité. Je voulais voir avec vous d'où ça vous est venu, cette idée d'intégrer un tel personnage dans une série qui est, on va dire, assez légère. C'est une série, effectivement, c'est le parcours de 4 jeunes qui font du stand-up. Et le stand-up, c'est quand même se servir de sa vie chaotique et d'aller sur scène faire rire les gens avec. Donc, c'est vrai que c'est une série légère, mais qui parle quand même de sujets profonds. Quand on se réunit en room d'écriture, on est dans un atelier d'écriture, on est 5-6 scénaristes et on parle, on échange beaucoup sur les personnages, et donc arrivent très vite des questions intimes. Et bon, moi j'ai grandi avec une mère bipolaire, donc en fait c'est quand on a commencé à évoquer la mère d'Apolline dans la série, très vite j'ai commencé à raconter un petit peu des choses sur ma mère, et donc on s'est inspiré de ça pour créer le personnage. Justement, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce à quoi ressemblait le quotidien tout simplement avec votre mère, en quoi il est semblable ou différent du quotidien d'Apolline dans la série? Comment vous avez pu vous en inspirer tout simplement? Le quotidien est beaucoup moins drôle que dans la série, parce que déjà c'est un personnage assez secondaire. Je pense que pour ma mère, il faudrait faire une série entière, tout sur ma mère. On veut cette Il y a des moments qui sont la bipolarité, ça alterne entre des moments de grande exaltation où elle avait compris beaucoup de choses de la vie, d'ailleurs des choses parfois très justes, et puis parfois complètement un peu folle. Mais c'est vrai que la frontière est difficile à cerner. Il y avait des moments de passage à l'acte, un petit peu comme ça, un jour, elle a été un peu mécontente qu'une voisine avait garé sa voiture devant notre portail, et elle a pris un marteau, elle a brisé la vitre de la voiture. Après, il a fallu expliquer aux policiers que c'était un petit moment d'égarement. Donc ces moments-là, par exemple, je pourrais les remettre dans une série de comédie. Mais il y a une autre partie de cette maladie qui est quand même des phases dépressives profondes, avec un désir de mort. Et elle est décédée il y a 10 ans maintenant. C'est plus facile pour moi d'en parler aujourd'hui. Et là, oui, c'est des moments de mélange de ces médicaments avec d'alcool, enfin des moments très difficiles où pour une enfant, enfin bon, j'étais adolescente, mais c'était pas facile. Et ça, j'ai pas encore réussi à vraiment à l'intégrer dans une série, aussi parce que j'ai fait pas mal de séries de comédie, donc ça m'aide évidemment. Et bon, voilà, comme scénariste, évidemment, on se sert de
de la fiction pour pouvoir trouver du sens et des portes de sortie. Justement, on avait préparé cette table ronde ensemble, on avait évoqué la trajectoire un peu dramatique de votre mère et son décès. À quel moment vous vous êtes dit aussi par rapport à votre diffuseur, qui est Netflix, je dois en fait romancer un petit peu la vie de ma mère parce que tout simplement on n'acceptera pas un personnage aussi tout simplement aussi dramatique avec une fin aussi dure. Est-ce que vous avez aussi tout simplement des pressions entre guillemets de la part d'un diffuseur, ce qui est la vie quotidienne d'une ou d'un scénariste? On a beaucoup de pression, mais bon, là, la série est créée par Fanny Herrero, qui avait déjà imaginé un personnage un peu en couleur. Elle n'était pas bipolaire au début. Fanny Herrero, pour le public, c'est la créatrice. C'est la créatrice de Drôle et de 10%. De 10%, qui est une des séries les plus connues françaises des dernières années. Ouais. Et donc, bon, le ton de la série était déjà. C'est sûr qu'au fur et à mesure de l'écriture, il s'affine, mais on ne pouvait pas aller dans un drame tel. Après, je ne sais pas si Netflix nous l'aurait interdit. Je pense que c'est... on pourra évoquer peut-être ces questions-là plus tard, de savoir l'incidence que ça a, voilà, comment la fiction a une incidence sur la vie, un impact sur les spectateurs. Mais on a des pressions, mais c'est plus, disons, il faut garder un rythme, une attention du spectateur. C'est pas tant sur le côté dramatique. On reviendra tout à l'heure sur le côté potentiellement d'autocensure de certains scénaristes, voire de censure de certaines séries jugées un petit peu trop dures. Là, je me retourne vers vous, Angela Soupe. Est-ce qu'au début de la série, vous aviez une ambition, on va dire, totalement documentaire, totalement de divertissement, un peu hybride sur cette série? Comment aussi vous avez pu avoir cette ambition aussi documentaire, parce que c'est ce qui ressort de ces 2 saisons, c'est le côté très proche de la réalité. Comment vous avez pu tout simplement mettre ça en place? Et à quel moment vous vous êtes dit peut-être qu'en étant trop documentaire, je ne vais pas être assez intéressante pour le grand public et je vais pouvoir en perdre certains? Alors, la série, elle a été créée quand j'étais encore à l'école à la FEMIS. C'était juste un exercice de fin d'année. Donc, on s'est posé aucune question de est-ce que ça va être diffusé, comment ça va être, est-ce qu'on va réussir à la vendre, etc. C'était un geste fait dans une liberté totale, ce qui nous a sans doute beaucoup aidé. Et on est vraiment parti de la réalité. On s'est même pas dit on va faire une comédie, on va faire une dramédie. On a juste écouté ce que les internes avaient à dire et on a retranscrit ce qu'ils nous disaient. Et comme ils nous le disaient avec beaucoup d'humour et qu'en fait on s'est rendu compte que c'était assez drôle finalement la vie dans un HP, mais c'était à la fois très drôle et très tragique, on a juste essayé de retranscrire cette atmosphère-là. Et il n'y avait pas de volonté de notre part de faire comédie ou pas. Voilà. Donc oui, il y a une volonté très documentaire. Moi, à la base, je suis journaliste. Donc, il y a eu une grosse enquête avant l'écriture et on a été accompagné à l'écriture par un interne en psychiatrie, accompagné sur le tournage par des internes en psychiatrie pour les gestes, pour la réalité de la mise en scène, etc. Donc oui, pour nous, la volonté de réalisme était très importante. Jean-Victor Blanc, là je me retourne vers vous. Est-ce que vous diriez que le format série, tout simplement, est plus adapté à l'évocation du quotidien des psys, mais aussi des patients, de par tout simplement son format plus long, qui permet d'aller un peu plus dans le dur, dans la quantité du sujet, dans vraiment la précision de l'analyse? On voit que l'une des séries les plus connues au monde, ce sont Les Sopranos, qui est une série qui parle de la vie d'un mafieux du New Jersey, mais qui suit la psychothérapie de ce mafieux pendant 7 ans. On voit d'ailleurs que cette psychothérapie échoue à la fin, tout simplement au bout de cette saison, il revient au point de départ, c'est-à-dire il est toujours dépressif. Est-ce que selon vous, ce format de série il est plus adapté qu'un film où, on va dire, le psy traditionnel du film, c'est un peu Hannibal Lecter, c'est le psy machiavélique? Oui, il y a eu plusieurs facteurs qui ont contribué, je pense, à cette explosion du sujet de la santé mentale dans les séries. Alors, avant tout, le fait que les troubles psychiques, c'est fréquent dans notre société. Ça concerne 10 millions de Français, ça concerne environ entre 1 personne sur 4, 1 personne sur 5 au cours de sa vie. Donc, si on en voit autant dans les séries, il faut aussi rappeler que c'est parce que c'est fréquent. C'est pas non plus juste, entre guillemets, un intérêt spécifique sur le sujet. Après, la distinction, effectivement, qu'on peut faire entre la représentation dans les films et dans les séries, c'est vrai qu'un film de 2 ou 3 heures maximum, c'est souvent très compliqué de développer un personnage avec le côté psychique, notamment les troubles psychiques, et le risque est que souvent ce soit des personnages un petit peu caricaturaux. Là où ce qui est vraiment hyper intéressant dans les séries, c'est que vu que ça se passe sur du très long terme, avec plusieurs épisodes, voire plusieurs saisons, on peut voir les variations qu'on peut voir par exemple dans le
trouble bipolaire, effectivement, avec des phases d'excitation, puis des phases où ça va bien, puis des phases de dépression, etc. Or, la plupart des troubles psychiques, enfin beaucoup comme le trouble bipolaire, comme certaines dépressions, comme l'addiction, la schizophrénie, sont des troubles qui évoluent sur le long terme, donc vraiment, il y a vraiment besoin de ça. Ce qui est très positif, c'est que on voit aussi dans ces séries qu'on peut avoir un trouble et aller bien. Et donc les personnages vont pas se résumer uniquement à leur maladie. Et ça, c'est très nouveau et très différent dans un film où en fait on n'a pas tellement le temps. Si le personnage il a un trouble bipolaire, il va être un petit peu que ça et ça va être difficile qu'il soit autre chose que son trouble. Et puis la dernière chose au niveau des séries, ça va être le fait que aujourd'hui et notamment depuis les plateformes, il y a quand même une liberté de ton qui est beaucoup plus importante. Et c'est vrai qu'avant, on va dire l'arrivée des Netflix et compagnie, il y avait des contraintes très fortes avec des choses qui étaient quand même beaucoup plus stéréotypées et qui laissaient assez peu de place à la psychiatrie parce que voilà, parler de l'hôpital psychiatrique, parler d'adolescents suicidaires, parler de personnes qui ont un trouble bipolaire, c'était difficile de diffuser ça à 20h30 sur TF1, quoi. Oui, vous parlez des plateformes pour les non-avertis. Les plateformes, ce sont tout ce qui n'est pas la télévision traditionnelle, les Netflix, les OCS, etc. Là, je reviens vers vous, Jean-Victor Blanc. Je l'ai évoqué très rapidement. Est-ce que vous, en tant que médecin psychiatre, ça vous fatigue l'image du psy, soit la Hannibal Lecter, c'est-à-dire qui découpe et qui dévore ses patients, soit aussi le psy du bureau des légendes, qui est un psy qui s'avère être un espion en fait, qui est un psy très dans la duplicité. Est-ce que vous en avez marre tout simplement qu'on vous dise dans le métro, en fait des psys vous êtes vraiment complètement fous? Oui, j'en ai fait un livre, même 2. Donc oui, effectivement, c'est des stéréotypes qui sont globalement négatifs. Il faut savoir que si ces stéréotypes sont négatifs, c'est parce que globalement les personnes concernées par la santé mentale sont mal vues dans notre société. Et donc vu que la personne qui a une dépression, on se dit elle a qu'à se secouer, c'est quelqu'un de feignant. Finalement quelqu'un qui va s'occuper de ces maladies-là, on se dit aussi finalement ça sert à rien, c'est juste une épaule, c'est un peu comme quelqu'un qui va apporter un peu de bien-être ou une écoute ou un ami. Donc il y a cette dépréciation un petit peu globale. C'est vrai que dans les stéréotypes, alors qui tendent quand même à évoluer et qu'on retrouve pas dans les séries, enfin qu'on retrouve moins dans les séries d'aujourd'hui, il y a aussi le mythe du psy ou de la psy qui a des relations inappropriées avec ses patients, qui est là aussi très fréquent et voire quasiment un marronnier dans les séries sur la psy. On dit à quel moment ça va se passer. Bon, là je rappelle que c'est strictement interdit déontologiquement et que pour le coup et en même temps c'est des choses qui ont pu arriver dans l'histoire notamment de la psychanalyse. Freud, Jung ont eu à un certain moment des rapports troubles avec certaines de leurs patientes. Donc à la fois c'est un caractère historique, mais je tiens à le rappeler, un message c'est complètement inapproprié, c'est aujourd'hui interdit et c'est écrit noir sur blanc dans le code de déontologie. On peut d'ailleurs évoquer à ce titre-là la série En Thérapie qui a été louée assez largement par la critique et le public, mais on l'a évoqué ensemble tous les deux. En Thérapie évoque quand même une figure du psy un peu traditionnelle qui en fait, on va dire, c'est un amourage de son praticien, etc. Donc une figure assez critiquable. Là, je me tourne vers vous, mesdames, en tant que scénaristes. Est-ce que vous avez eu du mal, entre guillemets, à vous défaire de toute la mythologie de la maladie mentale des psys qui était vraiment baignée de, un peu de folie pure et dure? Encore une fois, j'utilise toujours cette figure d'Hannibal Lecter du Silence des Agneaux. C'est vraiment le psy pervers. Est-ce que pour vous, ça a été dur de vous dire, de vous éloigner de ça, de cette figure de la santé mentale assez perverse pour plutôt embrasser le quotidien? Angela, peut-être, pour commencer. C'est vrai qu'avant de créer notre série, on avait un peu regardé toutes les séries qui avaient des psys comme personnages principaux pour être sûr de ne pas faire un truc qui avait déjà été fait. Et c'est vrai que revenait toujours cette figure du psy machiavélique, manipulateur. Il y avait Gypsy qui venait de sortir sur Netflix, l'histoire d'une psy qui se tape une de ses patientes. Enfin, et donc on s'est dit, mais il n'y a pas de série avec juste un psy normal qui essaye de faire bien son travail. Et qui, juste le concept très simple, c'est l'histoire d'une fille qui veut devenir psy. Et c'est déjà pas simple. Ça n'existait pas aussi simple que cela puisse paraître. Donc c'était fou. Et quand on a pitché cette idée à nos profs, ils nous ont regardé avec des grands yeux en disant, mais pourquoi personne n'y a pensé? C'est dingue. Mais, alors pour revenir sur le marronnier du psy qui se tape son patient, donc quand on a, nous, interviewé tous les internes en psy qu'on avait autour de vous, on a toujours la même question, qu'est-ce qui vous fait le plus peur dans ce métier? On s'attendait à ce qu'ils nous disent nous faire égorger dans un couloir un soir. Et en fait, ils ont tous eu la même réponse. Notre plus grande crainte, c'est de tomber amoureux d'un de nos patients. Donc on est allé on a une storyline comme ça, qui ne va pas jusqu'au bout,
parce que notre psy est raisonnable et lutte contre elle-même. Mais voilà. Et comment s'éloigner des clichés? Tout simplement en allant sur le terrain, en écoutant ce que les gens ont à dire. Vous, Judith Havas, comment on s'éloigne de ces clichés-là? Vous avez pris évidemment un exemple très très personnel. Vous dépendiez aussi de la bonne volonté d'une plateforme. C'est toujours difficile de trouver ce point d'équilibre. J'ai encore pas créé de personnage de psy. Déjà, mon père est psy, psychiatre, psychanalyste. J'ai grandi là-dedans, donc bon, j'essaie d'aller explorer d'autres territoires, mais aussi parce que je pensais tout à l'heure, pour répondre aussi à une partie de la question, c'est que c'est pas facile de créer un personnage qui est dépressif, parce qu'il n'a pas de désir. Et comme nous, on crée un personnage qui a un désir, qui est empêché dans son désir, qui a un but, en fait, c'est ça qui crée la ligne narrative d'un récit. Quand un personnage n'a pas de désir. Et par rapport au personnage de psy, c'est ça aussi qui est délicat. C'est qu'un psy, il est à l'écoute. C'est difficile comme personnage s'il n'a pas son désir pour sa patiente ou son patient, et que c'est quoi son moteur narratif à ce personnage. Donc, il faut lui créer sa vie en dehors de son cabinet. Donc là aussi, le rendre intéressant. Donc, voilà, le rendre comme le sujet et le soin et tout ça, c'est pas facile. C'est très intéressant à explorer, mais c'est pas facile. Et là, ce que j'ai fait sur Les Enfants sans roi, c'est que j'ai essayé de traiter un peu le problème en creux. Les Enfants sans roi, c'est donc un roman de Delphine de Vigan. C'est l'histoire d'une mère qui expose sa fille de 6 ans sur les réseaux sociaux et sur une chaîne YouTube 24 heures sur 24, et un jour la petite fille disparaît. Donc c'est un thriller, c'est une course contre la montre pour retrouver la petite fille. Et dans l'adaptation que j'en ai faite avec mon co-auteur, donc j'ai créé une mère bipolaire à la policière et elle retrouve chez la mère de cette petite fille une attitude un peu borderline, qui va créer donc une proximité, un attachement, un rejet, et en allant sauver la petite fille, elle se sauve elle-même quelque part. Donc en fait, ça peut ajouter de la profondeur à un récit, mais un peu en creux, de pas le traiter frontalement, mais d'avoir en fait quelque chose qui sous-tend l'intimité des personnages. On voit qu'il est toujours difficile de s'échapper vraiment de la figure de ses parents dans la création littéraire. C'est pas le sujet de la conférence, mais on pourrait en parler plusieurs heures. On va passer à un autre sujet qui est plutôt le sujet de l'adaptation au public et de la façon dont on intègre, on s'adapte et parfois on se censure vis-à-vis du public. L'un des exemples les plus précis que je peux vous donner est une série américaine qui s'appelle 13 Reasons Why, qui est diffusée sur Netflix, si je ne m'abuse, depuis plusieurs années. Cette série, dans le dernier épisode de la saison 1, montre une scène de suicide de sa protagoniste, une scène assez dure, assez longue, en plus de suicide dans une baignoire. Cette scène-là a été critiquée, a été louée pour aussi son côté très cru et documentaire. On a longuement évoqué le fait que le taux de suicide aux États-Unis aurait augmenté auprès des gens qui ont assisté à cette scène sur Netflix. Plusieurs années après, cette scène a tout simplement été supprimée de la série. Elle est aujourd'hui indisponible sur Netflix, vous ne pouvez pas la voir. Netflix a essayé de purger Internet, même elle est introuvable, j'ai essayé de la trouver, elle est introuvable sur Internet. On voit qu'ici s'oppose une vision du travail de l'art comme de représentation de la réalité, comme l'art ayant une sorte d'engagement moral et d'implication morale et éthique. C'est un sujet assez délicat parce qu'on voit aussi que c'est une question de censure, tout simplement. On peut parler de censure directe de cet épisode. Jean-Victor Blanc, je commence avec vous. Comment vous analysez cette modification-là d'une série qui a pourtant énormément marché? Est-ce que vous dites c'est logique? Est-ce que vous dites on est quand même dans une forme de censure? Comment vous l'analysez tout simplement? C'est important parce qu'effectivement, cette série, c'est la première fois qu'on voyait de manière aussi claire l'association entre la diffusion d'une série sur Netflix. Donc c'était il y a quelques années, c'était avant que Netflix soit aussi connu. Donc en fait, c'était surtout des adolescents qui ont regardé cette série sans aucun contrôle, sans que les parents sachent même ce que c'est que finalement la plateforme sur laquelle ils regardaient des séries, avec du coup une liberté de ton et une série qui est assez bien menée. On s'identifie énormément au personnage puisque pendant 13 épisodes, elle explique, la jeune adolescente explique pourquoi elle a mis fin à ses jours, et donc avec le point d'orgue qui est ce suicide. Cette série, elle a été l'objet de pas mal d'attention médiatique, de polémiques sur est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, et surtout effectivement cette étude sur un très large échantillon d'adolescents américains qui a montré une hausse des suicides lors de la diffusion de la série.
ce qui met effectivement le sujet de la responsabilité sur le devant. C'est vrai que évidemment l'acte créatif, bon moi je suis pas du tout pro censure. Ceci dit, c'est important et notamment maintenant qu'on a cet antécédent, d'avoir aussi une vision en termes de santé publique. Une série peut globalement tuer des adolescents. Et dit comme ça, c'est vrai que ça pose quand même la question de la responsabilité et à minima d'intégrer cette responsabilité et de l'expliciter, notamment aux personnes qui vont créer des séries, parce qu'ils n'avaient pas forcément et ils n'ont pas tous forcément ces notions-là. Et puis ensuite, après, libre à chacun. Je pense que ce serait compliqué, évidemment, moi en tant que psychiatre, j'ai plus à cœur de défendre la santé globale de tout le monde. Mais bon, est-ce qu'il faut interdire des personnages suicidaires? Peut-être pas. Est-ce qu'il faut former les scénaristes et les créateurs à ce qui peut être potentiellement finalement pro-suicidaire ou pas, puisque Netflix a, je trouve, plutôt bien réagi, alors non seulement en supprimant cette scène en question, parce que c'est pas tellement le fait qu'un personnage se suicide ou parler du suicide qui va augmenter l'effet de contagion, c'est vraiment l'identification et le fait que la scène était effectivement extrêmement romantisée dans sa baignoire, etc. On voyait très crûment ce qu'elle faisait, et donc c'est ça qui peut être gênant et qui a déjà été montré dans d'autres fictions, dans des livres ou lorsque des célébrités se suicident. Donc l'idée, c'est plutôt d'accompagner la formation. Et pour le coup, Netflix a sorti cette série de messages de prévention qui renvoient vers des associations, vers des lignes d'écoute. Les acteurs jouent du coup et disent des messages de prévention sur la santé mentale. Et donc finalement, un peu transformer, entre guillemets, ce qu'aurait pu être uniquement un drame sanitaire ou une censure en finalement quelque chose d'assez générationnel, puisqu'on le sait, cette génération est particulièrement concernée par les troubles. Ce qui a été beaucoup reproché à Netflix, c'est le fait de diffuser cette série sans aucun avertissement, effectivement, de l'envoyer un peu dans l'air, à la diffusion totale auprès des adolescents sans aucun message d'avertissement, ce qu'on appelle aujourd'hui les trigger warnings en anglais. C'est-à-dire que vous regardiez cette série en vous disant je m'attache à ce personnage en sachant que cette personne va se suicider, sans évidemment anticiper cette scène très très dure de conclusion. Là je me tourne vers Angela Soupe et Judith Havas. Vous en tant que scénariste, comment vous articulez cette tension entre d'un côté la responsabilité vis-à-vis du public potentiel et de l'autre tout simplement la création? C'est le vaste sujet, je pense, quand on est créateur, quand on est artiste. À quel moment vous vous êtes dit j'ai quand même une responsabilité vis-à-vis des gens qui me regardent? Judith, peut-être pour commencer. Question pas évidente, je sais bien. Je pense qu'on a une grande responsabilité parce que la série, elle va chez les gens, contrairement au cinéma où on se déplace pour aller voir l'œuvre. Là, on va chez les gens dans leur intimité. Ça dure on reste des heures, les gens restent des heures avec nos personnages. Il y a effectivement beaucoup d'identification. Donc, je pense que notre rôle, c'est d'aller en profondeur sur les sujets, de ne pas trop édulcorer les choses, de parler des problèmes. Moi, j'essaie toujours de chercher des récits ou des images qui n'ont pas encore été vues ou qui manquent un peu, à la fiction. Mais je pense qu'il faut quand même toujours laisser une porte de sortie. Enfin, c'est aussi pour ça que je fais ce métier. Donc, mais je pense que c'est important que nos personnages qu'il y ait un espoir en fait, qu'ils puissent s'en sortir quelque part. Parce que d'aller juste dire voilà la réalité c'est ça, la vie est dure. Bon, tout le monde le sait que la vie est dure. Et je pense que c'est plus intéressant et plus généreux de dire voilà la vie est dure mais on est tous dans la même galère et il y a grâce à l'émotion au rire on peut trouver des portes de sortie. Là, je me retourne vers vous, Angela Soupe. Vous avez été étudiante à la FEMIS, qui est cette grande école parisienne de création audiovisuelle qu'on voit souvent comme une sorte de palais de création pure et très autonome où on fait entre guillemets un peu ce qu'on veut parce que nous sommes des créateurs avant tout. Comment vous jugez votre responsabilité tout simplement par rapport à un potentiel public? J'avoue très franchement que je me suis pas posé la question en créant HP. On nous l'a reproché parfois. On nous a reproché notamment avec cette série de montrer une image trop réaliste de ce que peuvent être les hôpitaux psychiatriques et donc par là même de retarder éventuellement la prise en charge de certains patients qui, après le visionnage de notre série, auraient peur d'aller dans des HP. J'avoue que je m'attendais pas à cette critique, elle est justifiée. D'un autre côté, je pense que à travers cette série, on a aussi déstigmatisé la maladie mentale, on a mieux parlé de la relation entre les psys et les patients,
On a été invités à une conférence de psychiatres à Paris qui nous ont demandé d'être leur marraine, et des psychiatres nous ont dit qu'ils utilisaient cette série dans les hôpitaux pour expliquer aux patients le lien qu'il y avait entre les soignants et les patients, que c'était devenu, entre guillemets, un outil thérapeutique. On a été très touchés par ça. Donc voilà, on a à la fois fait du mal et du bien, j'imagine. C'est une question compliquée. Est-ce que si c'était à refaire, je le referais comme ça? Oui. Je pense pas que ce soit le rôle des auteurs d'édulcorer la réalité. Alors il y a des psys qui nous disent oui, mais tous les HP sont pas comme ça, il y en a quand même plus de moyens, qui sont plus beaux, qui sont plus machin. Ok, nous on a tourné dans un vrai HP, il était comme ça. Et on en a vu des qui étaient bien pires, où en repérant des décors, la prod nous a dit non mais là c'est pas possible, on peut pas montrer ça, c'est trop horrible. Donc on est allé vers une sorte de juste milieu de ce qu'était qu'un hôpital psychiatrique aujourd'hui. Et on n'a pas menti. Je pense qu'à titre personnel, l'hôpital psychiatrique dans HP est plutôt en bon état, on va dire, par rapport à l'état de la psychiatrie en France, si je puis me permettre. Là, je me retourne vers vous, Jean-Victor Blanc, pour une série très précise qui s'appelle Euphoria, qui est une série américaine qui a énormément marché, notamment auprès d'un public adolescent. Cette série ne traite pas vraiment de la figure du psy, mais plutôt de la figure de différents adolescents en proie à divers troubles, psy, addiction, bipolarité, problèmes de comportement, etc. Cette série a beaucoup fait parler parce qu'elle dépeint de manière assez crue le quotidien d'adolescents américains. Dans les acteurs, il y a notamment Zendaya qui est à l'affiche de Dune en ce moment. Comment vous analysez ce grand succès, Jean-Victor Blanc? Parce que cette série, on ne lui a pas vraiment reproché son côté cru. On l'a plutôt loué justement pour le fait d'aborder de manière très directe les thématiques de santé mentale. Bah là, on voit bien qu'il y a eu ce double regard aussi, parce qu'elle a été assez critiquée. On m'a pas mal sollicité sur est-ce que ça glamourise pas trop les problèmes d'addiction? Parce que faut dire que les jeunes adolescents de cette série sont tous assez beaux aussi, donc on a toujours cette problématique-là. Ouais. Il y a vraiment une esthétique très forte où on voit effectivement des scènes où ils prennent des produits qui sont extrêmement belles cinématographiquement, les décors, la musique. Donc c'est vrai que c'est assez immersif, et c'est toujours un peu ce double regard. Après, ça fait le lien entre un peu la première partie de l'échange et la seconde. Évidemment, il peut y avoir des choses compliquées, la question du suicide, la question de la représentation dont les drogues et dont l'addiction peut être représentée. Et ceci dit, il y a aussi énormément de choses positives, puisque dans cette série, on voit effectivement des personnages qui peuvent avoir un trouble bipolaire et être extrêmement charismatiques. En l'occurrence, le personnage de Zendaya, qui est à la fois très drôle, très intelligente, et en même temps qui est concernée par un trouble psy, et c'est aussi la vraie vie. Donc ces séries, elles donnent aussi évidemment de l'espoir, elles changent les représentations, elles permettent aussi à ce qu'on parle de la santé mentale et des troubles psychiques, des dysfonctionnements de l'hôpital dans le grand public, dans les médias, parce que sinon, on le voit bien, avant c'était des sujets qui étaient complètement sous les radars et qui globalement n'intéressaient personne. Donc ce pouvoir de la représentation, pour moi, il est avant tout positif. Et par rapport aux critiques qui disaient effectivement Euphoria, ça va être une série qui va glamouriser les substances. Honnêtement, je vous encourage, pour ceux qui ne l'auraient pas regardé, à la voir, parce que c'est vraiment une belle série qui montre, pour le coup, je trouve, sans phare, la complexité de l'addiction, le fait que c'est très long, que c'est une vraie maladie, que ça engendre beaucoup de souffrance pour la personne concernée comme pour son entourage amical, familial, amoureux. Bon, on n'a pas tellement envie, je trouve, de devenir un personnage et de se dire « Oh, bah la drogue, c'est juste rigolo et allons-y gaiement », là où, dans des séries, voilà, si on regarde un petit peu avant les séries pour adolescents, moi quand j'étais adolescent, c'était Beverly Hills, c'était voilà, ce type de séries quand même plus légères, dans lesquelles le sujet était quand même traité de manière beaucoup plus superficielle. Ou alors il y a eu une grande époque aussi de skins et de séries britanniques où là la prise de drogue était traitée de manière assez rock'n'roll. Vraiment, c'était pas forcément glamour, mais c'était pas non plus extrêmement critique. On était dans un entre-deux très fin des années 90, quoi, époque fin Kurt Cobain. Hélène, peut-être une petite question? N'hésitez pas à lever la main, ça y est, j'ai récupéré le micro. J'ai trouvé vraiment vos échanges tout à fait passionnants. N'hésitez pas à vous manifester. Vous avez parlé, Jean-Victor Blanc, de dépréciation, Angela Soup, de déstigmatisation de la maladie mentale. J'avais envie de vous interroger un petit peu plus, c'est-à-dire comment vous faites pour amener à cette déstigmatisation? Est-ce que montrer la réalité, ça suffit, ou est-ce que vous avez aussi travaillé avec des patients? Est-ce que, voilà. Mais comme je vous dis, tout simplement, on a beaucoup écouté les psys et on a nous-mêmes appris. On a fait le choix
d'être vraiment du côté des psys. C'était l'angle d'attaque de la série. Donc nous-mêmes, on a beaucoup appris. On n'était pas spécialistes de la santé mentale. Et c'est tout simplement en relayant leur discours qu'on a participé à cette déstigmatisation à notre petit niveau. Merci. Alors, je pense qu'il y a une question. Il y a une question Oui. ici et là-bas. Donc, monsieur, Alors. je vous en prie. Allez-y, monsieur, il est ouvert normalement. Donc, Allez-y, monsieur. 1, 2, 3, 4. c'est bon, ça marche. Vous pouvez y aller, monsieur. Ça marche. Oui, merci beaucoup en tout cas pour tout ça. Simplement, moi j'ai une question. C'est le titre du thème. En quoi ces séries font la part belle aux psy? Ça peut aussi les desservir. Donc il y a encore là, il y a matière à discussion parce que en fait l'objet psy est tellement complexe et profond qu'on peut tout y mettre pratiquement. D'accord? Donc là, je crois qu'il y a peut-être quelque chose à approfondir là-dessus. Là, je peux aussi prendre la parole en tant que journaliste du Point qui a pondu cette table. C'est vrai que le terme est volontairement flou pour avoir plusieurs angles d'attaque, mais évidemment, quand on parle de psy, on peut parler de psychiatrie, de psychothérapie. Enfin, effectivement, le sujet est très vaste, je vous l'accorde. Et faire la part belle n'avait pas forcément une dimension améliorative. On voit que c'est plutôt les mettre en avant, et on peut les mettre en avant de manière assez critiquable. Nous sommes d'accord. Merci. Alors, nous avons Merci. une question. Monsieur, on vous écoute. Monsieur. Mettez bien le micro près de vous, s'il vous plaît. J'interviens sur la bipolarité. J'ai une expérience personnelle puisque je suis bipolaire et mon fils est bipolaire également. Donc nous avons deux bipolarités mais différentes. Moi je suis bipolaire tendance dépressif et lui il est bipolaire tendance hyper. Donc on ne réagit pas de la même manière. Et ce que je veux dire également, c'est que il y a effectivement des solutions de stabilisation, à peu près, à condition d'être suivi. Et également, ce que je veux préciser, c'est que les périodes down ou up sont quand même des périodes longues. C'est pas d'un seul coup on est up et le lendemain on est down. C'est pas vrai. On monte en up. On arrive à un plateau, ça dure plus ou moins longtemps, et puis en étant traité, ça redescend, ça redescend à une normale, ou ça redescend plus bas, ça nécessite un suivi. Voilà ce que je voulais dire concernant la bipolarité. Merci pour ce témoignage. Jean-Victor Blanc, Judith Havas, peut-être une petite réaction, Voilà, vu que ça vous concerne surtout tous les deux. Merci beaucoup pour ce témoignage. Et c'est vrai que dans ce que vous décrivez bien avec ces différentes phases, ça fait un très bon objet de série parce que du coup, il se passe quelque chose et c'est un arc narratif qui a longtemps aussi été utilisé. Ce qui explique probablement l'engouement, entre guillemets, on va dire, pour le trouble bipolaire dans les séries, là où certaines pathologies qui sont aussi fréquentes dans la population générale que le trouble bipolaire, par exemple la schizophrénie, est encore très peu représentée et représentée de manière très négative. Donc ça fait un peu le lien avec l'autre intervention de monsieur. En fait, moi, mon point, c'est pas de dire il faudrait interdire de représenter tel ou faire que des drames ou que des comédies. Mais en fait, plus on aura d'œuvres sur le sujet et plus il y aura effectivement des pathologies qui vont être représentées et des types de psy qui vont être représentés. Merci. Judith Havas, rapidement, avant qu'on prenne une dernière question. Non, c'est très intéressant. C'est ce que j'ai vraiment vécu moi, avec ma mère aussi. Ce qui est, en tant que scénariste, ce qui est difficile pour ces phases qui durent longtemps, c'est que pour que ça soit assez juste, pour être proche de ce qui est vrai dans la réalité, et en même temps composer avec la fiction, avec le fait qu'un personnage doit évoluer d'épisode en épisode. C'est pas évident de le laisser dans la dépression pendant 3 épisodes, comme je le disais tout à l'heure, ou même d'avoir des phases d'exaltation pendant 3 épisodes, puisque en fait on garde la tension dramatique dans l'évolution, dans le fait de changer d'état. Donc en fait c'est hyper intéressant de réfléchir à ça, de savoir comment est-ce qu'on peut accompagner un personnage dans la longueur avec qui est bipolaire, tout en gardant une tension dramatique dans la série. Pardon, madame, une dernière question. On a 15 secondes pour la question et la réponse. Donc on est mal. Je
vais faire vite. La question, elle est pour vous trois, finalement, à la fois les scénaristes, mais aussi vous, docteur. Notamment là, vous avez parlé de bipolarité, d'autres troubles psychiatriques, mais je veux revenir sur les TCA, les troubles du comportement alimentaire, finalement, où, via des plateformes TikTok ou autres, on peut rediffuser en boucle des petites parties des séries. Et il y a cette identification de l'adolescente, je dis l'adolescente, mais l'adolescent en général, hein, mais principalement ça touche une part féminine, sur les troubles du comportement alimentaire et finalement, je vais dire, en mettant des guillemets, un mode d'emploi sur comment appliquer les troubles alimentaires et comment obtenir un résultat assez rapidement, si je peux me permettre. Jean-Victor Blanc, question quelques mots importante. peut-être sur les Jean-Victor TCA. Blanc, 10 secondes. En 30 secondes, un peu, ça clignote là. Bon. Effectivement, c'est une très bonne question. Il peut y avoir un effet d'incitation et on sait que, alors là, on passe sur le sujet des plateformes. Il peut y avoir notamment un effet de contagion pour les personnes qui vont être concernées par un trouble du comportement alimentaire, vont avoir tendance à plus consommer des contenus dans lesquels on va avoir des gens effectivement s'affamer ou des silhouettes extrêmement minces, extrêmement maigres, et que ça peut aggraver les troubles. D'où là aussi l'intérêt, alors sans diaboliser toutes les plateformes et tout ce qui se passe sur les plateformes, dire qu'il y a là aussi des choses très positives, des personnes qui vont se constituer autour de communautés, se sentir moins seules avec leurs troubles, voire une source d'information, et aussi des choses extrêmement négatives qui vont aller dans l'aggravation finalement des troubles, que ce soit les troubles du comportement alimentaire ou d'autres troubles comme la dépression. Merci beaucoup. Il me reste donc à vous signaler que Jean-Victor Blanc, vous allez dédicacer votre livre donc dans les minutes qui viennent. On voit la couverture derrière, donc Addicts, et également Jean Abitbol dans 20 minutes dédicacera son ouvrage, et Jean Abitbol, on le retrouvera à 11h25 lors de la table ronde qui va être consacrée à la voix. Voilà, on vous applaudit, on vous remercie vraiment très chaleureusement, c'était passionnant. Et on se retrouve dans 3 minutes pour évoquer donc un autre sujet qui est celui du cancer du cerveau et les raisons d'espérer. Donc, concernant les traitements, à tout de suite. Merci à vous.